Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission économique. Ce soir, nous allons évoquer un dossier qui vous intéresse particulièrement, le dossier automobile. 2 décrets très attendus ont été publiés sur les conditions et modalités d'exercice de l'activité de construction et de concessionnaire de véhicules en Algérie. Ils ont été fixés par un décret exécutif publié au journal officiel. Nous évoquerons avec nos invités dans le détail les conditions que devraient respecter les constructeurs et les concessionnaires. D'abord pour les constructeurs, quel taux d'intégration est prévu par la loi, quel type de véhicules seront produits et disponibles sur le marché algérien, pour ce qui est des concessionnaires, sous quelles conditions pour l'agrément de concessionnaire est délivré, quel genre de véhicules sont autorisés à l'importation et quelles sont les garanties en matière de sécurité prises en charge dans les cahiers de charges et pour quelle durée aussi. Et puis, quel avantage pour le consommateur algérien et quel impact surtout sur les prix? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités, nos 3 invités qui ont accepté de participer à cette émission. Tout d'abord, Hassan Menouar, vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Nous allons évoquer avec vous longuement le droit du consommateur et ce que prévoient ces dispositions. Rachid Barchi, vous êtes président de la bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest. Nous allons revenir sur l'importance d'impliquer les sous-traitants algériens. Et enfin, Mahfoud Kaoubi, merci pour votre participation, vous aussi, analyste économique et financier. Vous allez nous dire dans un instant si les prix vont réellement baisser et si oui, pourquoi. Merci à tous les 3 de participer à cette émission. Je rappelle que nous avons essayé inlassablement d'avoir un représentant du ministère de l'Industrie, mais nous n'avons pas eu de réponse. Une émission que nous avons choisi d'intituler « Construction et concessionnaire de véhicules ». Les décrets exécutifs publiés. Avant d'entamer ce débat, nous revenons sur le premier décret exécutif sur la construction automobile avec Raouf Hamouche. Le deuxième décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules. Le nouveau texte stipule que l'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges. À cet effet, souligne le document, l'exercice de l'activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules agissant seuls ou en partenariat. Par la création d'une société de droit algérien, ajoutant que cette activité est également subordonnée par la réalisation d'un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants tels que définis par la législation et la réglementation en matière d'investissement. L'exercice de l'activité exige également la présentation d'une lettre d'intention portant sur l'adhésion du constructeur propriétaire de marque dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules. L'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obligation d'atteindre à compter de l'obtention de l'agrément un taux d'intégration minimal qui évolue comme suit. Au terme de la 2e année, 10%, au terme de la 3e année, 20%, au terme de la 5e année, 30%. L'investisseur postulant est soumis préalablement à la réalisation de son investissement à l'obtention d'une autorisation préalable à l'effet de lui permettre d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue en aucun cas une autorisation d'exercice de l'activité de construction de véhicules. L'autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l'Industrie sur avis conforme émis par le comité cité à l'article 23 dans un délai de 30 jours. À compter de la date du récépissé de dépôt, l'autorisation est valable pour une durée de 24 mois. Prorogé de 12 mois sur demande justifiée. L'exercice effectif de l'activité de construction de véhicules est subordonné à l'obtention d'un agrément. Le chapitre 3, qui concerne le régime préférentiel applicable à l'activité de construction de véhicules et modalités de son octroi, le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel prévu pour les matières premières importées ou acquises localement. Le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel pour l'importation des ensembles, sous-ensembles et accessoires sous réserve d'atteindre le taux d'intégration minimal de 10%. Le chapitre 4 concerne le contrôle et le suivi de l'activité. Il est créé auprès du ministre chargé de l'Industrie un comité technique composé des représentants de plusieurs secteurs chargé de différentes missions, parmi lesquelles le comité est également chargé d'émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l'autorisation préalable et à l'obtention de l'agrément.
Dans le chapitre relatif aux engagements, obligations et garanties, il est stipulé que les véhicules à produire doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les véhicules doivent également être dotés de dispositifs répondant aux spécifications techniques en matière de sécurité. Les pièces de première monte doivent par ailleurs être garanties par le constructeur propriétaire de marque ou ses fournisseurs homologués. Les constructeurs de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doivent réaliser des opérations d'exportation de véhicules au terme de la 5e année à partir de l'obtention de l'agrément. Le constructeur s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution. Le constructeur doit assurer à sa charge au profit du client la garantie du véhicule livré tel que prévu par la réglementation en vigueur. Voilà pour cette première lecture du décret exécutif commenté par Mariam Damis. Première question, Monsieur Kaoubi, qui intéresse les téléspectateurs. Et avant d'entrer dans les détails, est-ce que les prix des véhicules vont baisser ? Les prix vont baisser ou pas, donc c'est trop prématuré pour le dire. D'une part, et d'une autre part, quand on parle de marché de véhicules, il faut le segmenter. Donc le marché du véhicule neuf n'est pas nécessairement celui du marché de l'occasion. Donc, avec les nouvelles dispositions qui libèrent le marché, ce qu'on va avoir comme résultat, ça sera une abondance. Le marché sera alimenté, alors que ça fait 4 ans, l'offre en matière de véhicules était pratiquement absente. Ce qui a donné lieu à une rareté et qui a produit comme conséquence de la spéculation et une augmentation des prix. Vous me posez la question par rapport au prix, c'est juste pour attirer l'attention du téléspectateur que le prix est le produit d'une offre et de la demande. Donc plus il y a de l'offre, généralement les prix connaissent une baisse. Et donc la chose à laquelle on va assister, ça sera surtout une relative baisse des prix du véhicule du marché de l'occasion. Mais le neuf, si on se rapporte aux prix pratiqués sur le marché mondial, aux taxes et aux droits auxquels est soumis l'importation des véhicules, et aussi aux conditions d'exercice de l'activité de concessionnaire, dans le cadre du décret 383, je dirais qu'il y aura plus de charges fixes et que les prix seront relativement élevés, pour être sincère. Monsieur Bachir, nous avons écouté ce premier sujet, nous avons parlé beaucoup de sous-traitance justement. Alors, comment préparer les fabricants algériens, les sous-traitants algériens à la prochaine étape ? Merci Sikamel, je vous remercie pour l'invitation. Et justement, la sous-traitance, elle est au cœur de l'industrie. Et c'est primordial et c'est nécessaire de compter sur la sous-traitance pour développer le tissu industriel. Et c'était sur les orientations des assises de l'industrie de l'année passée, du mois de décembre 2021, où le président de la République nous a fait des orientations d'atteindre 15% du PIB national, c'est-à-dire la part de l'industrie. Et du fait, c'est-à-dire il y a des secteurs d'activité prioritaires, des secteurs d'activité structurants sur lesquels l'industrie doit se baser. Parmi les secteurs, il y a le secteur industrie, le secteur mécanique et métallurgie, dont le secteur automobile fait partie. Dans ce cas-là, c'est-à-dire nous, en tant que bourse de sous-traitance, qu'on est chargé de faire l'accompagnement pour sélectionner, accompagner les sous-traitants, on n'a pas cessé de travailler depuis la première installation, la première usine en Algérie, jusqu'à même la période creuse on est passé. C'est-à-dire on est resté fidèle au travail et on a toujours maintenu déjà les sous-traitants qui existaient
c'est-à-dire le secteur automobile, le peu qui existait, on a essayé de le sécuriser et de le maintenir sur le marché local. Alors, juste par rapport au taux d'intégration, on est à 30% au terme de la 5e année. Est-ce que c'est raisonnable pour vous? Oui, c'est assez raisonnable. Oui. Et je trouve que 30%, c'est parce que on passe de 10 à 20, puis à 30%. Oui, parce qu'actuellement déjà, tout dépend de maintenant le mode de calcul de taux d'intégration, parce qu'il va changer. Il y aura un texte qui va sortir, qui va définir le mode de calcul du taux d'intégration, mais déjà de viso, c'est-à-dire déjà le taux de 10%, certains constructeurs, ils le garantissent déjà. C'est-à-dire avec le peu de sous-traitants qu'on a, normalement on peut le dépasser pour le véhicule de tourisme. Et dans le cas de véhicules industriels ou d'autres, ça change. Hassan Menouar, en préparant cette émission, M. Barchin me disait qu'ils ont été consultés pour préparer cette loi, contrairement peut-être à des fois précédentes. Est-ce que vous avez été consulté cette fois-ci par rapport justement au volet protection du consommateur? Non, pas ce qui nous concerne. Nous, à l'association Aman, on n'a pas été consultés, mais ça ne nous a pas empêché de suivre de près, d'attendre et d'être attentifs au texte et à toutes les dispositions, parce que on sait tous que c'est un marché qui est très important pour le consommateur algérien. C'est une grosse consommation, donc qui est importante de par le coût d'un véhicule, mais qui est aussi importante parce que le véhicule est devenu en quelque sorte un produit presque vital. Donc en absence de transport en commun, on ne vit qu'avec un véhicule. Donc on ne peut pas se déplacer pour aller au travail, ni pour aller à l'école, ni pour aller faire ses courses, ni pour aller se soigner si on n'a pas de véhicule, malheureusement. Donc quand on voit toutes les dispositions dans les deux décrets, ça nous fait plaisir, ça nous encourage, donc ça nous donne des lueurs d'espoir pour 2023 et 2024. Mais ça reste pour nous encore des textes qui sont théoriques et qu'on voudrait voir appliqués sur le terrain, et on voudrait voir aussi l'imposition du respect de toutes ces dispositions. Qu'est-ce qui vous rassure, par exemple, dans le premier décret exécutif sur la construction? Est-ce que le fait, par exemple, d'obliger les constructeurs d'avoir des pièces détachées aux normes pour tous les consommateurs, c'est quelque chose qui est indispensable, bien sûr, mais qui a constitué une rareté ces dernières années par rapport à un certain nombre? Je commencerai d'abord par l'attention des hautes instances des pouvoirs publics à ce sujet, le véhicule. Parce que l'Algérien, en tant que consommateur, en tant qu'opérateur, en tant qu'administration, souffre depuis 4 années de la rarification du véhicule. Donc l'économie, malheureusement, le côté social, le côté éducatif, le côté commercial dépend de ce véhicule. Nous avons un grand pays et malheureusement, on n'a pas des lignes ferroviaires assez développées, on n'a pas un transport aérien accessible à tous, ni le transport maritime, on n'a que la route, et la route, il faut des voitures. Donc avec ça, il y a cet espoir de revoir une offre qui pourrait faire face à la demande. Néanmoins pour les 2 premières années, 2023 et 2024. Mais évidemment, bien sûr, quand on voit ce qu'il y a dans les textes, il y a aussi ces efforts que devraient faire les concessionnaires pour assurer les droits des consommateurs. Donc notamment le réseau de distribution qui va être dans les 28 wilayas pour un premier temps, et on demande à ce que ça soit dans les 58 wilayas dans un deuxième temps, parce que l'Algérie est grande, donc les consommateurs qui sont à Djanet ne devraient pas ou n'auraient pas à prendre leur véhicule jusqu'à Ouargla pour le réparer pour un entretien de maintenance. Il y a aussi cette obligation de rendre disponible la pièce de rechange, et pour nous en tant qu'association des consommateurs c'est très important. Pourquoi? Il est aussi question de sécurité. Donc quand la pièce elle est fournie par le concessionnaire, par la marque d'origine, donc c'est une pièce qui est sûre, sachant qu'un nombre d'accidents mortels sont dus à cause de pièces contrefaites et mal faites. Il y a aussi la garantie qui est bien précisée, qui a été bien précisée sur les textes, le service après-vente qui a été bien, je dirais, bien développé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a eu beaucoup de textes auparavant, mais malheureusement, et les consommateurs et les distributeurs opérateurs économiques n'ont pas vraiment bien suivi, n'ont pas vraiment donné suite à ces textes.
Je reviens vers vous, Monsieur Kaoupi, et je reviens à la première question justement sur le prix. L'article 17 indique que les constructeurs de véhicules bénéficient de régimes fiscal préférentiels applicables aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires importés ou acquis localement servant à la construction de véhicules. Est-ce que ces avantages ne vont pas permettre aussi de réduire le coût et automatiquement, a fortiori, réduire les prix ? Ceci est applicable pour la fabrication, non pas pour les concessionnaires qui font... Ouais, nous parlons de fabrication. Voilà, ouais, nous parlons de fabrication. Donc, ce régime fiscal préférentiel est rattaché à l'atteinte d'un taux d'intégration qui est de 10%. 20 plus 30. 20 plus 30. Donc, ça réduirait certainement des charges fiscales, parce que quand on parle de taux préférentiel, ça concerne deux éléments principaux. La TVA, qui par essence elle est récupérable et donc elle est neutre en matière de coûts. Et la deuxième des choses, c'est les droits de douane. Donc au lieu de payer 30% il s'agissait d'un produit fini, là c'est un taux de 5% ou une exonération. Donc on verra le régime préférentiel parce qu'il n'est pas affiché. Parce qu'il n'est pas. Donc ça donnera nécessairement un avantage aux produits fabriqués en Algérie par rapport à celui qui est importé. Ceci restera dans le domaine théorique parce qu'il faudra voir de plus près les stratégies des firmes qui font de la fabrication et les coûts. Parce que les coûts, ce n'est pas uniquement à l'importation, mais c'est aussi des coûts des facteurs locaux. Pour vous dire que l'idée est très, très positive. Mais elle n'est pas suffisante. Avant, en 2014 jusqu'à 2017, le système d'avantages préférentiels, tout le monde a vu que ça n'a pas joué le jeu pour être à l'avantage et du consommateur, mais aussi à l'État, parce que ça a donné lieu tout simplement à des manœuvres frauduleuses qui ont profité au détournement de ces avantages au profit des sociétés qui fabriquaient. Bon, maintenant, le décret 384 essaie de baliser, parce que ce qui est bien dans ce dispositif, c'est que l'État a tiré profit de l'expérience antérieure et a balisé le terrain par rapport à la mise en place d'un ensemble de règles qui concernent donc la détermination de l'activité, la relation entre les différents intervenants, donc la société détentrice de la marque, le concessionnaire ou le fabricant, et donc l'agent agréé. Tout cela est important comme dispositif juridique. Mais la grande bataille, c'est la bataille qui se passera au niveau des marchés. Donc c'est la compétition, c'est la maîtrise des coûts, et c'est la concurrence entre les différents intervenants qui permettra de régler le problème du prix d'une manière structurelle et définitive. Donc le progrès est fait sur le plan juridique. Maintenant, reste la plus grande bataille qui est la bataille de la concurrence et des marchés. La et bataille de l'intégration. Concurrence, marché et l'intégration. Monsieur Barchi, pour vous, il y a deux éléments importants. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais peut-être vous laisser d'abord rebondir par rapport à ce que disait Monsieur Kaoupi. C'est ce que vous voulez. Allez-y. Oui, justement, parce que ce que je voulais dire, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire le fait qu'il y a des constructeurs locaux, c'est-à-dire qu'ils vont faire du travail localement. C'est-à-dire la grande bataille, c'est de faire de l'intégration, c'est de sélectionner les sous-traitants et même la matière première, parce qu'on n'est pas au même stade que les années précédentes. Maintenant, il y a des constructeurs, c'est-à-dire des fabricants d'aciérie actuellement qui veulent faire de la tôle plate pour l'automobile. Et je pense là, on va faire une grande différence. C'est-à-dire beaucoup d'intégration et beaucoup de pièces qui sont envisagées à intégrer. Ça, c'est ce qu'on a déjà sélectionné. Je pense qu'on peut faire la différence. Et pour pousser l'intégration, vous préparez une plateforme numérique. Justement, c'est-à-dire maintenant pour identifier des sous-traitants, c'est-à-dire on est en phase de préparation. La compétence de chacun. La compétence, c'est-à-dire faire une cartographie des sous-traitants par secteur d'activité,
et par métier. C'est-à-dire chaque sous-traitant, il est identifié, qui fait quoi et où. C'est-à-dire domaine d'activité, visibilité. Visibilité, même parce qu'on a eu c'est-à-dire l'expérience dans le passé, même dans les réseaux sociaux, on a c'est-à-dire récupéré des sous-traitants. Alors on a su que le problème, c'est dans la communication. C'est-à-dire, avec la plateforme, on compte faire de la communication, booster la communication, vulgariser, essayer de rattraper tous les sous-traitants qui existent dans la sphère économique. L'accès à la plateforme pour les sous-traitants, c'est accès libre, numérique. Il va identifier tout à fait normalement. Et dans la plateforme aussi, il y a l'appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de la sous-traitance, que ce soit automobile, que ce soit d'autres secteurs. C'est une question de confiance aussi, bien sûr. Bien sûr. Par rapport... Bien sûr. Et de temps aussi. Et de temps, ouais. On a du temps, donc c'est pour dire aux consommateurs qui nous regardent, qui s'attendent à peut-être acheter ou à changer leur véhicule en 2023, je dirais que ça va prendre un peu de temps. Donc tous ces dispositifs, c'est pour ça que j'ai parlé de 2023 et 2024, parce que je crois qu'il va y avoir une année pour concrétiser, mais c'est à partir de 2024 qu'on aura réellement, comme disait M. Kobi, cette bonne ambiance de concurrence entre les concessionnaires et entre les je suis plus optimiste. Mais, non, mais du moment qu'on n'a pas encore identifié, réellement ni homologué les sous-traitants, donc aller jusqu'à 10%, c'est important dans un véhicule. Hein. C'est pas rien. Je peux vous garantir que ça existe. Surtout quand l'intégration, on parle du physique. On parle du physique, pas du côté financier, je pense. Hein. 10%, donc des organes et des composants du véhicule. C'est ce qu'on souhaite, hein, mais il ne faut pas oublier qu'auparavant, dans les années précédentes, on avait parlé de 15, 20, 25%, mais on n'a pas dépassé 3-4%. Donc c'est pour ça qu'on reste quand même. C'est ça le rôle d'une association, rester là, à observer, à veiller et à alerter. Donc pour dire qu'on doit faire attention, encore plus attention. Monsieur Kaboul, peut-être va trancher. Non, moi, c'est juste, l'architecture, elle est là. Elle existait avant aussi, hein, donc pour ne pas l'oublier. Maintenant, c'est les marchés et les stratégies. Maintenant, s'il y a un fabricant qui a une stratégie expansive pour fabriquer un nombre important destiné à l'exportation. Si on fabrique 500 000 véhicules, les rendements d'échelle ne sont pas les mêmes que si on fabriquait 50 000. Et donc, même sur le plan de la sous-traitance, c'est bien d'avoir de la sous-traitance, mais c'est à quel prix? Un châssis, si on fait 50 000 châssis, ce n'est pas comme si on faisait 500 000. Donc, les prix se baisseraient. Donc, pour vous dire, le problème, ce n'est pas sur les textes, mais sur les logiques de comportement des acteurs. C'est le terrain, oui. Aussi bien les acteurs fabricants, et la sous-traitance. Ce n'est pas pour dire qu'on vous impose d'acheter algérien et on règle le problème. La compétitivité est un critère important. Moi, je suis industriel. Si le prix sur le marché local me coûte 5 fois plus cher que celui importé, donc je ne peux pas être dans une logique de compétition à l'international, il faut le dire. Et les logiques, les chaînes de valeur qui existent actuellement dans le domaine de la fabrication de véhicules sont d'une logique de compétitivité atroce entre les fabricants. Et c'est pour cela qu'il y a des spécialisations asiatiques aujourd'hui. Tout à fait. Nous allons parler à la dernière partie de cette émission des véhicules électriques, notamment. Monsieur Bercher voulait intervenir. Oui, justement, c'est-à-dire, je voulais rebondir sur la même idée, c'est-à-dire le fait qu'on va intégrer localement, c'est pas uniquement pour le marché local, ça c'est notre objectif. C'est pas uniquement le marché local, c'est-à-dire intégrer la chaîne de valeur internationale. Et on a déjà entamé le travail. Parce que pour préparer tout le tissu industriel, il a fallu du temps. Hein, et ce n'est pas maintenant qu'on a commencé. Vous avez dit que ça va prendre une année. On a commencé bien avant le travail de préparation, d'identification des sous-traitants. On n'a pas arrêté. Même avec les constructeurs qui étaient à l'arrêt, mais on a fait du travail. En parallèle, pour sécuriser, pour pérenniser ce qui existait. Et même il y a des sous-traitants qui existaient, ils ont exporté leurs produits à l'international. Et dans la nouvelle philosophie, la nouvelle logique et stratégie, c'est-à-dire chaque sous-traitant, on doit arriver à la chaîne de valeur internationale. Actuellement, Fiat qui est installé normalement et qui va commencer à produire en fin 2023, est-ce que justement il profite de ce réseau? C'est bien de savoir, de faire savoir à tous, hein, parce que il y a un
un exemple, là, il y a un prototype, il y a une entreprise pilote qui est sur le terrain et qui va produire des voitures pour l'Algérie. Et ça serait peut-être bien de savoir est-ce que ce réseau de sous-traitants est déjà... Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que nos sous-traitants sont prêts à travailler avec Chiat? Est-ce qu'ils sont sollicités d'abord? C'est-à-dire on a déjà un vivier de sous-traitants, c'est-à-dire qui se rapproche de près ou de loin, c'est-à-dire vers l'automobile. Parce qu'il y a certains sous-traitants, on doit les convertir vers l'automobile. Par exemple, un industriel de plastique, c'est un industriel de plastique. C'est pour ça qu'on a identifié les sous-traitants par métier. Un industriel de plastique qui maîtrise le plastique, c'est un exemple. On peut le convertir dans la fabrication de l'automobile pour certaines pièces. Parce que déjà, l'automobile, 35% de l'automobile, c'est de matière plastique. Et c'est pour ça que le plastique, heureusement qu'on maîtrise, c'est un secteur qu'on maîtrise très bien. On a beaucoup d'industries dans le domaine plastique. Ils peuvent rapidement se convertir dans une partie de leur production, bien sûr. C'est ça l'objectif. Et l'essentiel, c'est qu'ils doivent être compétitifs, non seulement pour le marché local, ça va garantir les prix pour le marché local, parce que l'industriel automobile, même algérien, c'est-à-dire celui qui va se lancer en Algérie, il doit être compétitif, c'est-à-dire il va chercher le coût le moins cher. Bien sûr, il va gagner sur logistique, il va gagner sur beaucoup de choses, mais en même temps sur le prix. Alors, et c'est pour ça le secteur... La question et le débat passionne aussi. Nous allons avancer dans le débat et nous allons passer pour parler maintenant de concessionnaires. Mais avant, un mot avec vous pour parler aussi de diesel qui va disparaître. On ne produira plus de diesel. C'est important pour vous tant qu'association de protection des consommateurs. Oui, pour la santé publique, pour l'environnement, c'est important. Aussi, on doit se mettre en normes. Donc les normes en international, c'est que le diesel doit disparaître à partir de entre 2030 et 2035. Mais on aurait peut-être eu à proposer de le faire autrement, au lieu d'interdire comme ça directement. C'est d'augmenter les taxes sur le diesel et de les réduire sur l'essence, sur l'hybride électrique, et de permettre aux gens de changer cette culture du diesel vers l'essence, alors qu'en Algérie, on est trop diesel. L'électrique, on en est encore loin. Oui, mais bon, on doit s'y préparer, on est loin, c'est vrai. Mais nous allons consacrer la dernière partie de cette émission pour parler de l'hybride d'abord. De l'hybride et de l'électrique aussi. Oui. Nous allons parler maintenant de concessionnaires. Le décret exécutif fixant ces conditions a été publié. Nous allons voir cela avec Raouf Hamouche. Définit l'activité de concessionnaire par toute activité consistant en l'importation pour la revente en l'état de véhicules neufs sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant. L'article précise que l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est ouvert aux sociétés de droit algérien créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire agréé doit s'implanter au niveau d'au moins 28 wilayas répartis sur le territoire national. Toujours selon le texte, le concessionnaire agréé doit également disposer d'un stock suffisant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologués par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules. Concernant le paiement pour l'acquisition de véhicules, le texte explique qu'il doit s'effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers. Le décret stipule par ailleurs que l'investisseur postulant est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable dont la durée de validité est fixée à 12 mois. Lui permettant d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Ajoutez à cela que l'exercice effectif de l'activité est conditionné par l'obtention de l'agrément, un agrément délivré par le ministère chargé de l'industrie et qui est valable pour une durée de 5 années renouvelable. Enfin, concernant le type de véhicule neuf commercialisé, le décret exécutif stipule que ne sont autorisés à l'importation par les concessionnaires de véhicules neufs dans la catégorie de véhicules de tourisme que ceux équipés d'un moteur essence, électrique, hydrogène hybride, essence électrique, essence hydrogène ou GPL GNC ou en être prédisposés. Voilà pour cette deuxième partie. Vous voulez réagir? Oui, il y a tellement de choses, de belles choses dans les textes, et surtout quand on parle d'agrément valable que 5 ans.
Ça va forcer, ça va forcer les concessionnaires à travailler dans les règles et respecter la loi, et respecter les droits des consommateurs. Parce que je suppose qu'au bout de 4 années et 9 mois, il va y avoir un audit, il va y avoir un contrôle, il va y avoir un dossier à refournir de nouveau. Donc pendant ces 4 années, les concessionnaires vont devoir avoir de bonnes appréciations et des pouvoirs publics et aussi des consommateurs. Donc là, les associations auront leur mot à dire et donner un avis sur ce concessionnaire et sur les produits qu'il nous vend. Il y a aussi le fait je reviendrai sur le diesel, le fait d'aller vers d'autres énergies, c'est une excellente chose, mais on doit être réaliste. Donc on doit d'abord généraliser le GPL qu'on a, qui est un carburant local, il est 100% algérien, et puis il est propre, et puis il est connu par les Algériens. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait encore plus d'encouragement pour l'utilisation du GPL et l'hybride, parce que il est très simple. Donc c'est la voiture, elle génère sa propre électricité et elle roule avec les deux carburants. Nous avons un grand pays, donc quand on sort des villes, on a le carburant normal essence, et puis à l'intérieur des villes, c'est l'électrique, et ça ne nous impose pas d'installer rapidement ces bornes de chargement pour les véhicules électriques, parce que ça va aller ensemble. Donc on ne peut pas ramener des véhicules électriques tant qu'on n'a pas où les charger. Donc on doit être un peu réaliste et donner le temps au temps. Donc prévoir, par exemple, la première année, ramener que les véhicules hybrides. Et pour cela, en tant qu'association, on avait fait des propositions pour que d'abord tous les ministères doivent s'équiper de véhicules hybrides pour qu'on puisse les voir rouler avec, les services de sécurité. Vous êtes d'accord? C'est une première solution. Équiper, donner l'exemple au niveau des ministères et équiper peut-être les stations-service de bornes électriques pour pouvoir charger son véhicule. Oui, c'est important, c'est bien sur le principe. Maintenant, il y a une question de coût, il y a une question d'opérabilité de la solution. Et d'investissement. Dans tout cela, il faut se donner le temps et il faut travailler. Et donc, ne pas laisser les choses laisser aller, parce que c'est important. Et c'est diversifier l'offre. Et de préparer la mutation vers des carburants beaucoup plus propres. Beaucoup plus propres. Et ça pourrait même être d'appliquer les taxes aux carburants, essence, diesel, etc., afin de créer un effet d'éviction. Maintenant, il y a un coût. Pour l'hybride, les prix actuels sont hors portée des bourses moyennes et même de l'État. On aurait aimé avoir le représentant ou la représentante du ministère de l'Industrie pour répondre à cette question aussi. Le prix de l'hybride et à l'international pour savoir que c'est des prix qui sont hors portée des bourses moyennes, pour être précis. Maintenant, par rapport au texte des concessionnaires, je dirais qu'il y a 3 points importants qui ressortent du texte. 1, c'est la protection et la préservation de l'intérêt de l'État pour qu'il n'y ait pas de l'optimisation fiscale comme ça a été pratiqué avant et pour qu'il n'y ait pas de surfacturation. Donc, et pour cela, on contrôle et on exige à ce que le contrat se fasse entre l'intervenant concessionnaire et le titulaire de la marque. Alors que jadis, il y avait des intervenants qui permettaient donc et des intermédiaires de faire des circuits occultes qui permettaient et de l'optimisation fiscale de l'autre côté. La deuxième des choses, c'est la protection des consommateurs, que ce soit par rapport à la qualité, par rapport aux normes, et que ce soit par rapport au contrat en termes de réservation, en termes de commande et en termes aussi de services après-vente. Et le troisième point est donc consommateur, l'État. Et c'est celui de professionnaliser le métier de concessionnaire. Donc on fixe des normes, et alors qu'avant, l'activité, elle était un petit peu marquée par une anarchie qui a donné lieu à des écarts aussi bien par rapport aux intérêts de l'État, consommateur, et qui a un petit peu pollué la logique de développement de l'activité. Donc professionnaliser, mais tout cela a un coût. Donc les concessionnaires doivent avoir un plan de carrière pour le personnel, doivent disposer de moyens donc de commercialisation, de stockage, d'intervention, etc., qui doivent s'étaler sur 28 wilayas. Tout cela a un coût, et ce coût est nécessairement répercuté sur les prix de vente. Donc s'il n'y a pas de grand volume de vente par les concessionnaires, on assistera à
une augmentation des marges, des charges, des prix, et ce qui est... Et c'est ce qui répercute automatiquement sur le prix des véhicules. Vous êtes d'accord, M. Parchi? Oui. C'est un investissement conséquent, c'est ce que nous dit M. C'est un investissement conséquent. Le marché algérien, il est important. C'est-à-dire, ça, on doit le reconnaître aussi. C'est-à-dire, oui, après 250 véhicules, ce n'est pas... 350 000 véhicules, c'était une moyenne. 2012, quand le pouvoir d'achat était nettement supérieur aujourd'hui. Donc c'est juste pour mesurer la chose, dire que il y a des volumes. Ce n'est que les volumes qui permettent de... Maintenant, il faut que les gens... On peut dire aussi, M. Kaoubi, que les Algériens ont fait des économies pendant ces dernières années et se préparent aussi à acheter des véhicules. Pas du tout. Le représentant de l'association... Avec le pouvoir d'achat actuellement, c'est pas et évident. qu'il y aura bientôt revalorisation des salaires aussi. Oui. Autre chose, il y aura les banques, parce qu'il va revenir le système de prêt bancaire, c'est-à-dire le crédit à la consommation. Tout ça va générer un petit peu un flux économique. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire par rapport aux deux cahiers de charges, on constate qu'il y a une reprise du contrôle de l'État. Maintenant, l'État, il est revenu à sa propre rôle. Mission. C'est le régulateur du marché, le rôle protecteur du consommateur. Parce que là, si on voit, c'est-à-dire avec une garantie de 5 ans au lieu avant c'était 2 ans et même moins, c'est-à-dire en réalité il n'y avait même pas la garantie qui était assurée, c'est-à-dire c'était uniquement sur le papier. Maintenant c'est exigé, c'est à 5 ans et même kilométrage jusqu'à 100 000 km, chose qui est très bien, c'est-à-dire pour le consommateur. C'est-à-dire on aperçoit qu'il y a un contrôle de l'État et il y a une reprise en main et c'est une fierté pour la jeunesse. Alors juste pour préciser, le décret précise que la garantie porte sur une distance égale ou supérieure à 80 000 km à la limite de 60 mois, c'est ça? On est d'accord? Oui, 5 années. 5 années ou bien 100 000 km. Pour un véhicule utilitaire, bien sûr. 80 000. Non, il y a aussi une chose importante que je voudrais dire, et là, on va peut-être devoir même observer ça, c'est qu'on avait tellement demandé à ce qu'il y ait les mouchards sur les camions, les chromotachygraphes. Et bien maintenant, ils sont imposés. Parce que j'ai été chercher ça, ce que ça a été imposé. Ça a été imposé pour les camions, les poids lourds, les autocars et les autobus. Donc attention, les chauffeurs, ça va être... Oui, non, mais la surveillance du conducteur, ça c'est très important parce que le nombre d'accidents qu'on a eu ces dernières années causés par les poids lourds et par les autocars et les autobus, c'était important. Donc tant mieux, ça c'est une bonne chose et on va essayer de suivre ça de près. Parce que après, bien sûr, il faudrait qu'on pratique cette surveillance. Vous êtes satisfait de ce cahier de charge en tant qu'association de protection du consommateur? Ben oui, bien sûr, évidemment. Donc ça nous redonne cet espoir qu'on puisse avoir des véhicules, d'abord pour les collectivités locales et pour les opérateurs économiques, parce que c'est avec ça qu'on va faire rouler notre économie. On a des APC qui attendent pour acheter le camion de bain tasseuse pour gérer pour la gestion des déchets, ça c'est important. Et puis surtout bien sûr, après évidemment, l'hécatombe que nous avons vécu ces dernières semaines et ces derniers mois. Oui. Après, bien sûr, le citoyen consommateur qui en a tellement besoin et qui était matraqué par les spéculateurs pendant ces 3 dernières années où on était obligé d'acheter des véhicules de très bas de gamme à des prix faramineux. Donc on a beaucoup d'espoir, on est optimiste, mais on reste quand même un peu vigilant et sur notre faim parce qu'on attend ce qu'il y ait mieux. 28 wilayas, c'est bien, mais on voudrait que ce soit 58 wilayas. La garantie, on avait déjà la garantie sur les 5 années sur certaines marques, 3 années sur d'autres marques, mais malheureusement, les consommateurs se plaignaient beaucoup de l'application de la garantie sur le terrain. Donc il va falloir aussi qu'il y ait d'autres dispositifs. Autre question qui a constitué un casse-tête pour les consommateurs, c'est la date de livraison des véhicules. Elle est fixée à 45 jours ou alors à 7 jours à partir d'un paiement total de la totalité du véhicule. Tout à fait, le véhicule est disponible, donc le règlement se fait immédiatement avec une livraison sur 7 jours. S'il y a un processus de commande, donc la livraison doit être sur 45 jours, en considérant que le prix ne peut pas être révisé à la hausse et qu'en cas de prorogation de délai, un contrat doit être négocié entre les deux parties et que dans le cas où l'acheteur n'accepterait pas une prorogation de délai,
il sera remboursé avec une pénalité de 10% qui sera appliquée pour le concessionnaire. Donc, il y a une protection. Je dirais qu'on a tiré profit de l'expérience antérieure et qu'on a essayé d'apporter les corrections nécessaires. Donc, professionnalisation, protection des intérêts et de l'État et du consommateur. Et surtout, on libère un marché qui, depuis 4 années, est pratiquement dans une situation de déséquilibre, ce qui donnera lieu donc à un fonctionnement normal en termes d'offres et de demande surtout. Maintenant, pour les prix, les ajustements se feront dans la durée et se feront à travers des mécanismes de concurrence principalement. Monsieur Barchier. Moi, ce que je veux, c'est-à-dire que ça soit ces deux dispositifs, ça soit une aubaine pour l'économie. On doit profiter économiquement, booster notre économie, stabiliser le marché, d'une part, et que ça soit, c'est-à-dire un moyen de catalyseur pour la sous-traitance et le développement de l'industrie en même temps. Parce que j'aimerais bien qu'il y aura une conscience citoyenne, consommer national plutôt que d'importation. On sait qu'avec tous les experts disent que les prochains véhicules importés, ça va coûter plus cher que d'avant. Même sur le marché mondial, ça coûte plus cher. Maintenant, la meilleure solution, c'est bien optimiser les achats et bien optimiser toutes les dépenses. Et revenons sur notre avantage comparatif aussi, Monsieur Kaoubi, en Algérie, nous avons des sociétés, nous avons une expérience aussi en matière de production, de montage de véhicules. Et nous avons aussi, si on part vers l'électrique ou l'hybride, nous avons un avantage comparatif par rapport au prix de l'électricité. Dans certains pays, il dépasse le coût des énergies traditionnelles. Tout à fait, parce que les prix sont subventionnés, donc le fonctionnement est relativement moins cher par rapport à d'autres marchés. Maintenant, moi, ma vision sur le plan économique, il faut qu'on se réconcilie avec les fondamentaux et qu'on prenne en considération les logiques et les stratégies telles qu'elles sont pratiquées partout au monde. Maintenant, on a des avantages comparatifs. Moi, j'aimerais bien parler de la ressource humaine. J'aimerais bien parler des possibilités d'intégration que pourrait présenter le secteur de la sous-traitance. Je parle au conditionnel parce qu'il faut travailler et améliorer des niveaux d'intégration déjà au niveau de la sous-traitance pour être compétitif. Ouais. Parce que les logiques de fonctionnement des chaînes de valeur sont atroces sur le plan dans le monde des véhicules. Et les marges sont très très réduites. Maintenant, on a un marché africain qui est énorme. On a une possibilité de créer des joint ventures avec des sociétés leaders, mais il faudrait que les stratégies d'implantation répondent à des logiques de production orientées non seulement vers le marché national, qui certes avec 200 000 véhicules en moyenne, mais avec des carburants subventionnés, présente une opportunité certaine, mais surtout qu'on soit orienté vers des marchés, que ce soit européens ou africains. Et là, on a une opportunité, c'est de créer cette intégration et d'avoir les portes de l'Afrique qui pourraient s'ouvrir à nous. Donc, mais cela doit se faire en respectant les règles fondamentales de montage de dossiers et de stratégie de développement. Et ne pas compter sur des avantages qu'on considère comparatifs, parce qu'on a du carburant et on a du gaz. Le gaz est subventionné, ça coûte énormément à la collectivité, et donc il faut qu'on calcule avec les mêmes éléments qui existent partout au monde, et donc pas uniquement des avantages que je qualifierais... Ils sont particuliers à l'Algérie. Parce qu'ils sont faux. On dit qu'on a des avantages comparatifs parce qu'ils sont subventionnés. C'est fou. Ouais. C'est fou. Je voudrais rajouter quelque chose. C'est dire qu'on ne doit pas faire de ce marché ou bien de cette fabrication de voitures comme une économie qui va rester juste pour régler des problèmes de transport de personnes. Il faudrait qu'on gagne de l'argent aussi avec ça. Et qu'il y aura des raisons d'être la subvention. Donc un secteur absolument qui va être subventionné et fonctionner par la subvention. C'est produire et vendre beaucoup de voitures en Algérie, ça va encore saturer les routes, ça va encore polluer l'air, ça va encore atteindre et nous avons compris que pour vous, la question des véhicules, elle est automatiquement et viscéralement liée à la question des transports.
transports en Oui, commun. c'est-à-dire pour nous c'est très important. Maintenant on parle véhicule, on en parle beaucoup d'ailleurs. Et on voudrait qu'on parle aussi du transport en commun. Chose qui pose de grands problèmes en Algérie et c'est avec ça qu'on va régler le problème du véhicule. Pourquoi en Algérie on a besoin autant que ça de ce véhicule? Pourquoi on en fait un grand problème? Pourquoi on en fait maintenant toute une économie alors que ailleurs la voiture on la fabrique surtout pour la vendre et gagner de l'argent et la vendre à des pays comme nous. Donc maintenant aujourd'hui, ce problème, Inch'Allah, il sera réglé bientôt pour satisfaire cette grande demande populaire, pour ne pas dire autre chose. Mais on doit songer rapidement. Moi, c'est un appel que je fais au pouvoir public maintenant pour parler des transports en commun. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Comment aborder? Parce que nos routes sont saturées, nos routes sont dangereuses, notre pays est trop grand et nous espérons ou nous aspirons à être plus nombreux un peu partout en Algérie. On a installé encore 10 nouvelles wilayas, donc il va falloir équiper, qu'il va falloir dynamiser en économie et il va falloir penser au transport en commun beaucoup plus qu'aux véhicules. Les véhicules comme un moyen de développement aussi, pas uniquement pour acheter des véhicules et circuler, mais aussi les transports en commun. Le transport en commun, c'est un grand dossier. Il faudrait une autre émission pour parler des transports en commun. Ce que je veux dire, c'est-à-dire cette aubaine, c'est-à-dire ce secteur d'activité, c'est-à-dire l'industrie automobile, elle doit être une aubaine pour l'économie algérienne, non pas des frais à dépenser, et pas uniquement à la consommation. C'est une opportunité pour développer le secteur industriel, c'est une opportunité pour intégrer la chaîne de valeur internationale. Pourquoi pas tous les grands constructeurs, parce que maintenant on a le code de l'investissement qui est très très bien, c'est-à-dire le nouveau code d'investissement, il est très adapté aux sociétés internationales. Ils peuvent intégrer le marché algérien très rapidement et on est là même pour les accompagner pour mieux s'installer. Et il y a toujours, jusqu'à présent, il y a même des sociétés qui sont en train de suivre le développement de l'Algérie. C'est-à-dire il attend uniquement les signaux positifs. Je pense avec ces nouveaux décrets et surtout le décret de la construction, c'est une très bonne chose. Et même, c'est-à-dire il n'est pas compliqué dans l'application. Et en matière de création d'emplois aussi, est-ce qu'on peut parler approximativement de nombre d'emplois qui pourraient être créés grâce à... Non, c'est des secteurs qui emploient beaucoup, donc que ce soit dans les différents métiers, donc que ce soit dans le commercial, que ce soit dans la fabrication, que ce soit dans la maîtrise, que ce soit dans la maintenance. La maintenance, donc tout cela. Et puis, il faudra rappeler que le décret 384 relatif à la construction, il exige à ce que le promoteur du projet dans le domaine de la construction réponde aux exigences des projets structurants tels que définis dans le code de l'investissement. Et donc, pour être considéré comme projet structurant, donc il y a deux critères principaux. Le critère par rapport au nombre d'emplois, qui, si je ne me trompe pas, doit dépasser les 1000 emplois, donc c'est un critère pour répondre à votre question par rapport à l'emploi, que ce soit en limitant les importations ou en participant aux exportations. Pour vous dire que la logique des pouvoirs publics est pour que ce secteur ne soit pas un secteur parasitaire ou qu'il soit assisté, mais qui constitue un véritable centre de profit pour l'économie algérienne. Parce que, vous parlez de subvention tout à l'heure, on ne peut pas subventionner tout, y compris le véhicule en amont et en aval, et considérer le véhicule comme un produit purement économique, parce qu'on le considère comme un produit social. D'ailleurs, M. Mnoar, il disait quelque chose de très important. La politique de transport en commun, la politique de transport est par excellence collectivisée dans tous les pays. Les solutions sont collectives et le transport en commun représente la meilleure solution pour régler le problème de transport. Notre erreur était de privatiser le transport et ça a donné lieu à une explosion d'une logique qui est un peu particulière, qui reconnaît un caractère social au transport et aux véhicules, alors que ça n'existe que chez nous, qui a donné lieu à des embouteillages qui sont source de malaise social, sanitaire et tout, et qui fait écologique aussi. La demande en matière d'infrastructure, de réalisation d'infrastructures sur fonds publics est encore à l'appel à chaque fois. Donc qu'on revienne aux fondamentaux et à la logique des marchés et à la logique économique dans un domaine qui est dans tous les pays
considérer qu'on a un bien économique et non pas un bien social. Et nous arrivons, le débat est passionnant, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne une dernière fois la parole, 30 à 40 secondes chacun. Je commence avec vous pour parler de votre actualité aussi. D'abord, il faudrait qu'on s'y prépare, il faut qu'on se prépare, il faudrait qu'on soit réaliste. Donc les véhicules ne vont pas être donnés, donc il va avoir un prix, il y a un prix à l'international, on va pas encore subventionner le véhicule. Aussi, c'est le moment ou jamais qu'on peut se préparer, se former à faire face à ces concessionnaires. Donc l'Algérien, auparavant, il a contribué au désastre parce qu'il a accepté tout, il achetait sans lire les contrats, il ne réclamait pas la garantie, il ne connaissait pas les services après-vente. Donc il faudrait se former, il faudrait se préparer pour imposer aussi, nous, les consommateurs, notre loi, et aussi arriver à sanctionner ces concessionnaires qui vont pas être en règle. Donc c'est très important. Donc c'est un grand marché, ça coûte trop cher, ça coûte parfois l'épargne de toute une vie. Donc on doit le faire avec beaucoup de vigilance. Monsieur Kaoubi. Moi je dirais que le coup de starter a été donné. On revient à une logique de marché. L'offre sera certainement beaucoup plus importante que ces 4 dernières années. Donc plus d'investissements, plus d'emplois. On espère plus de professionnalisme, plus de compétition. Monsieur Barchi. Je pense qu'il y a une grande opportunité pour reprendre les choses en main. Maintenant, c'est-à-dire, on doit profiter de cette situation, c'est-à-dire booster l'économie en utilisant tous les avantages concurrentiels pour même entrer dans le marché international de l'industrie automobile. Merci beaucoup. Possible. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Monsieur Mahfoud Kaoubi, vous êtes analyste économique et financier. Merci Rachid Barchi, vous êtes président de la bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest. Et merci à vous Hassan Mnowar, vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.